Permettez-moi, à l'entame de mes propos, de remercier vivement le professeur Lamine Gueye, recteur de l'université Alioune Diop, et tout le corps professoral pour l'honneur qui m'est fait aujourd'hui. J'en mesure avec gravité toute la responsabilité et prie pour que ce jour soit, pour les récipiendaires, leur premier jour d'accomplissement. La jeune université Alioune Diop est reconnue grâce à sa maturité précoce, que l'on mesure à la réactivité dont elle fait preuve en articulant ses plateformes de formation avec le monde réel, en proposant ses produits aux entreprises et aux territoires, en construction, en un mot, en travaillant pour l'insertion professionnelle de ses étudiants. Chers étudiants, ce que vous ressentez aujourd'hui, si je dois faire le parallèle avec le métier d'agriculteur, c'est un peu votre moisson. C'est le fruit de votre travail que vous récoltez. Toutes mes félicitations pour le parcours académique que vous avez eu. Certes, vous avez travaillé dur, vous vous êtes appliqué, vous avez parfois fait preuve de sacrifice et vous avez certainement vécu des périodes de doute et des moments difficiles. Mais vous avez aussi su vous accrocher, vous avez su préserver, vous avez su aller jusqu'au bout et vous avez réussi. C'est une récompense, car ça s'apparente un peu au grain que l'on récolte le jour de la moisson. Mais sachez aussi que le grain que vous tenez dans vos mains, c'est aussi la semence de votre avenir et de vos futures récoltes. L'aventure ne fait que commencer. Je voudrais aussi féliciter un autre homme de conviction, un accoucheur d'idées, un bâtisseur infatigable de l'Université nationale. J'ai cité le professeur Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Le mathématicien qu'il est et le praticien de l'espace que je voudrais être se sont croisés et se sont appréciés sur le chantier de la construction académique de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, notamment du laboratoire d'analyse numérique de l'image, le LANI, et du LADY, Dynamique des territoires et développement, deux laboratoires de référence dont nous sommes l'un et l'autre les fondateurs. Aux doyens Mary Teuw Niane et Lamine Gueye, je dis mon admiration pour le goût partagé de la recherche, de l'innovation et du développement. Recherche, innovation et développement durable, avez-vous dit? L'agrégation des mots recherche, innovation et développement durable m'oblige à sacrifier au balisage sémantique des notions, à tout le moins à en révéler les charges respectives. La recherche suppose nécessairement que rien n'est absolu, que rien n'est certain, rien n'est assuré d'avance, excepté le doute méthodique, j'allais dire le doute cartésien. Des méditations métaphysiques au discours de la méthode, Descartes convie les esprits à rechercher la vérité par les lumières naturelles. Je le cite, au lieu de cette philosophie spéculative, la philosophie scolastique, je souligne, qu'on enseigne dans les écoles, on peut trouver une pratique pour laquelle, connaissant les forces et les actions du feu, de l'eau, de l'air, des astres, des cieux et de tous les autres corps qui nous environnent, aussi distinctement que nous connaissons les divers métiers de nos artisans. Méditons un instant sur l'attitude de l'Homo sapiens, ou l'homme de Cro-Magnon, de son appellation ancienne, taillant ses pierres et calibrant ses outils pour améliorer ses rapports à la nature, ou plutôt les rapports de son clan à la nature. Cet homme du paléolithique supérieur a eu une attitude cognitive, c'est-à-dire l'ensemble des processus mentaux qui lui ont permis d'acquérir, de traiter, de stocker
et d'utiliser des informations et des connaissances nécessaires afin de s'affranchir des servitudes de son environnement. Dans la recherche, il y a une action délibérée de transformation de la réalité et de production de connaissances concernant ces transformations. Appréhender la recherche sous cet angle m'oblige à parcourir des voies diverses de connaissances et à parler une langue scientifique dotée d'un certain polyglottisme. Pour ma part, il s'agit d'intégrer la vision du monde du philosophe Jiddu Krishnamurti dans les sciences de l'homme et de la société, c'est-à-dire l'approche multiréférentielle des événements, des situations et des pratiques individuelles et sociales. Communément, on a trop tendance à concevoir la recherche que dans la rigueur scientifique. Que là, des mesures chiffrées apparaissent à travers notamment deux démarches épistémologiques. La démarche inductive et la démarche déductive. La démarche inductive qui consiste à observer le réel, cette source de savoir pour en tirer par induction les lois qui le régissent, et la démarche déductive par laquelle les données théoriques sont premières et le réel est objet de confrontation avec le savoir. Les lois ne renvoient plus à des entités à découvrir, mais bien à des constructions humaines, imparfaites et nécessairement teintées d'une forme de subjectivité. La démarche scientifique, problématisation, objectivation et expérimentation permet à la science d'exister. L'existence de la science suppose à la fois un regard sur la réalité, la construction de représentations et trois étapes. La première est la formulation d'hypothèses, la deuxième est la construction d'une théorie et la troisième, sa validation. Tout chercheur sait bien que la rigueur est nécessaire à son activité, cette même rigueur qui a servi au passage de la pierre taillée à la pierre polie et qui a servi au passage de la chandelle à la lampe à incandescence. Rigueur du cadre méthodologique dans lequel l'expression de l'imaginaire va pouvoir s'opérer, rigueur des champs conceptuels et théoriques dont on articule les frontières sans méconnaître leurs zones floues, leurs incertitudes, rigueur de l'implication dialectique du chercheur, ce lien entre la complexité et l'implication sociale que Jean-Louis Legrand nomme l'impléxité. Le chercheur en tant qu'homme est à la fois présent de tout son être émotionnel, sensitif, axiologique dans la recherche et de tout son être charnel, dubitatif, méthodologique, critique, mais médiateur en tant qu'âme en quête qui écoute, entend, traduit et partage. À la lumière de sa propre expérience et de l'expérience humaine, du socius, disent les philosophes, c'est-à-dire les sagesses philosophiques, mythopoétiques et scientifiques de l'humanité. Si l'innovation peut être définie en marketing comme la mise en marché d'un produit, d'autres la considèrent comme l'aboutissement d'une démarche qui commence par une invention et se termine par l'assimilation sociale de la nouveauté. Dès lors, on peut dissocier les processus techniques et sociaux qui participent à la production d'un changement significatif. L'approche devient alors plus complexe et intègre cette pratique dans un réseau socio-technique au sein duquel plusieurs éléments technologiques, politiques, financiers ou encore humains et juridiques interfèrent. L'innovation est aujourd'hui une notion universellement partagée, tant elle apparaît comme fondamentale pour penser l'économie et l'adaptation de nos sociétés à son projet de développement durable. Vous avez dit, j'aime pas beaucoup cette notion. J'y reviens dans un instant. J'espère que mes étudiants m'entendent, mais ne m'écoutent pas. Je leur enseigne le développement durable. Le XXe siècle a été marqué par des changements importants sur le plan technologique, politique, économique ou encore culturel.
Le 21e siècle, notre époque, semble définitivement imposer l'innovation comme moteur de développement de la société. Reste alors à comprendre la manière dont cette question est abordée, entre l'approche notionnelle, qui est bien souvent floue et assez sommaire, et les approches théoriques qui tentent de nous présenter différentes perspectives pour appréhender le principe de la démarche innovante à l'aune de la connaissance, bien souvent compartimentée, des disciplines scientifiques. Monsieur le ministre, chers collègues, honorables invités, vous l'aurez remarqué, je ne vous ferai pas l'offense de définir le développement durable. Cette mauvaise traduction de l'anglais « Sustainable Development » ne semble guère une imposture scientifique qui introduit dans l'inconscient collectif la certitude d'un accomplissement significatif, positif et définitif. Or, le développement est fondamentalement un état d'équilibre, instable après la manifestation d'une crise. Un état d'équilibre instable en fonction de la manifestation d'une crise. Il peut être soutenu comme les 30 glorieuses d'après-guerre, mais souvent il est en accordéon, mesurable par l'état de contrôle et de bien-être de l'homme dans sa relation à la nature. Le catalogue des inventions, c'est-à-dire des innovations de l'humanité, en est le témoin. On vient de parler du parrain Cheikh Anta Diop, qui fut un grand inventeur. Cependant, le sentiment le plus partagé, malgré les escaliers mécaniques ou le tapis roulant qui nous affranchissent d'une de nos fonctions la plus naturelle, la marche à pied, et plus ça va, moins ça va. De nos jours, en faisant le pari du tout technologique dans l'optimisation de la consommation d'énergie et la lutte contre le changement climatique, notre civilisation recourt de façon accrue aux métaux que nous ne savons pas bien recycler. La déplétion des ressources naturelles pourrait devenir un enjeu mondial au même titre que la déplétion du pétrole, qui est une ressource fossile. Depuis les accords ADPIC, c'est-à-dire les aspects des droits des propriétés intellectuelles qui touchent au commerce, qui autorisent la breuvabilité du vivant, et malgré la Convention sur la biodiversité en 1992, les pays du Nord utilisent les brevets et la propriété intellectuelle pour s'accaparer des ressources biologiques des pays du Sud, phénomène appelé biopiratage. Aux problématiques de viabilité et de durabilité subsiste une pensée humaine à adapter, ce qui s'ajoute à un problème d'équité. Les pauvres subissent le plus la crise écologique et climatique, et il est à craindre que le souhait de croissance des pays sous-développés ou pays du Sud vers un état de prospérité similaire, édifié sur des principes équivalents, n'implique une dégradation encore plus importante et accélérée de l'habitat humain et peut-être de la biosphère. Ainsi, si tous les États de la planète, et j'en terminerai là, adoptaient l'American Way of Life, qui consomme près de 25% des ressources de la Terre pour 5% de la population, 25% des ressources de la Terre pour 5% de la population, il faudrait 5 planètes Terre pour subvenir à tous les besoins de l'humanité. Cette assertion, chers récipiendaires, est votre devoir de vacances. Je vous remercie pour votre attention.